Boss Media, ay media bi gën ci media yi loolu muy Boss Media, ay Boss Media yéen a ngi boss bi war ay Boss Media, media bi gën ci media yi. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de la chaîne Boss Media, bonsoir. C'est encore un réel plaisir d'être là pour vous présenter notre émission du jour Kaay Débattre. Aujourd'hui, on est au quart de finale. On aura deux matchs. Le premier consistera à opposer les étudiants de l'ESEA et ceux de l'EAM. Et au second match, on aura les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques et ceux de la CESTI. Sur ce, bon match. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue encore pour une nouvelle journée de Kaay Débattre. Kaay Débattre qui est le patrimoine et le rendez-vous des étudiants pour des joutes oratoires. Un rendez-vous où tout le monde se réunit, au sein même de la faculté, au milieu du campus social, là où les intellectuels reposent leur cerveau et aiment traiter des choses sérieuses, aiment traiter des choses de la société. Ici s'installe le débat. Alors nous vous disons Kaay Débattre et bienvenue. Tout de suite, nous allons accueillir nos candidats pour un match éponyme, mesdames et messieurs. Très chers téléspectateurs de la DTV, bienvenue. Nous avons un match de très haute facture. Nous aurons deux grandes équipes. ESEA, mesdames et messieurs. Débatteur, Bassirou Dia, Aboubakri Dia, Marietou Diouf, Abdourahmane Mboji et Hadi Sow. Ils vont s'affronter sur le thème paix et dialogue social au Sénégal, enjeux et perspectives. En 1992, le pape Jean-Paul II dit ceci: poursuivez le dialogue avec les adeptes des différentes religions. Votre pratique africaine à palabre vous dispose aux échanges prolongés et sérieux pour parvenir à l'entente. C'est connu, le Sénégal est un pays de dialogue, de paix et de stabilité. Mais faut-il pour autant dormir sur nos lauriers, surtout lorsque l'on a entendu le médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé, s'alarmer, je cite: je l'ai crié urbi et orbi, je l'ai crié dans le Ferlo, je l'ai crié à Khossanto, qu'il faut que l'on arrête d'avoir un Sénégalais à part entière et un Sénégalais entièrement à part. Ce n'est pas tenable. C'était prévisible qu'il arriverait un moment où le couvercle sauterait. Et si nous n'y prenons garde, le couvercle va imminemment sauter et on aurait du mal à le rabattre sur la casserole. Fin de citation. La réponse est donc non, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. C'est sans doute la raison pour laquelle l'on nous invite à parler du sujet suivant: paix et dialogue social au Sénégal, enjeux et perspectives. La définition la plus courante de la paix, c'est l'absence de guerre. Mais nous avons choisi de lui attribuer une définition vernaculaire. Nous la considérons non seulement comme l'absence de guerre, mais aussi, et c'est là la spécificité sénégalaise, comme un état de concorde, d'accord entre les citoyens et d'absence de troubles sociaux. Mesdames, Messieurs les membres du jury, vous le savez sans doute, l'acception la plus courante du dialogue social est en lien avec les relations de travail. Mais d'évidence, ce n'est pas de ce dialogue social dont il est question dans notre débat de ce soir. Le dialogue social dont il est question, c'est celui par lequel toutes les composantes de la société, toutes les forces vives de la nation échangent, discutent, s'écoutent, s'entendent, se comprennent et s'accordent dans le but de préserver et de renforcer notre tissu social, notre cohésion et notre commun vouloir vivre collectif. Nous entendrons le substantif enjeu comme ce que le Sénégal peut gagner en préservant le dialogue ou ce à quoi il s'expose en cas de rupture de celui-ci. Enfin, les perspectives. Elles peuvent être définies comme une succession d'événements que l'on considère comme probables ou possibles dans l'avenir. Mesdames, Messieurs, un kidam pourrait se demander pourquoi parler de dialogue alors qu'il n'y a pas de crise sociale apparente au Sénégal. Nous objecterions alors volontiers que c'est en temps de paix que l'on peut avoir le recul nécessaire et les dispositions requises pour anticiper sur les questions stratégiques. Mais donc, quels sont les enjeux du dialogue social dans la préservation de la paix au Sénégal? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'ils sont multiples, car c'est bien au dialogue que nous le devons si aujourd'hui nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que le Sénégal est un îlot de stabilité. Mais, au risque de vous décevoir, le Sénégal est certes un îlot de stabilité, mais qui baigne dans un océan d'insécurité. Et cet océan d'insécurité, c'est le Sahel. Les Sénégalais ont donc tout intérêt à ne pas rompre le dialogue, sous peine de voir des risques qui nous ont jusque-là épargnés nous frapper.
Notre question, cher auditoire, c'est quelle perspective de paix nous offre la situation actuelle du dialogue social au Sénégal? Eh bien, c'est difficile à dire, mais ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que nous constatons avec inquiétude du reste les prémices d'une paix menacée. Nous en citerons quelques-unes. Diagnostiquer, c'est bien. Guérir, c'est encore mieux. Il est donc d'une impérieuse nécessité de tuer dans l'œuf toutes ces prémices. C'est pourquoi nous nous emploierons dans une ultime partie à décliner les actions qui nous paraissent essentielles pour que les perspectives soient heureuses. Mais en attendant, parlons des enjeux. Le Sénégal est réputé à travers le monde pour son hospitalité légendaire. L'harmonieuse cohabitation entre personnes de confession et d'ethnies différentes est un reflet de la cohésion sociale sénégalaise. En effet, les ethnies et religions diffèrent dans notre pays et malgré ces diversités, nous avons développé et entretenu des relations vivaces qui témoignent de notre volonté de vivre en commun. Une volonté qui se traduit d'abord par le cousinage à plaisanterie, qui permet des critiques, des faveurs et même des invectives sans que cela ne débouche sur une dispute ou une confrontation. Une volonté qui se traduit aussi par l'acceptation des autres religions qui n'ont jamais rencontré de difficultés dans leur pratique, même si le pays est peuplé à 95% par des musulmans. Préservons ce legs que constitue la parenté plaisante. Acceptons-nous en valorisant le dialogue, je veux dire social, d'autant plus que ces pratiques ont toujours facilité la vie en société sénégalaise et ont toujours réglé les divergences dans notre vie communautaire. Consolidons notre État-nation comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs et nous continuerons en ce sens à être un modèle de paix et de stabilité que nous avons toujours été, mes chers. Depuis l'indépendance, des actes forts ont été posés en ce sens. Le code électoral de 1992 n'est-il pas le fruit d'un consensus? Pendant la période de Covid-19, son Excellence M. Macky Sall n'a-t-il pas fait appel à toutes les sensibilités pour riposter contre la pandémie? Le dialogue national en cours n'est-il pas l'opportunité pour les autorités sénégalaises de discuter entre autres sur la gestion des ressources pétrolières et gazières? Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers co-débatteurs, sans la paix et la sécurité, il ne peut y avoir de développement, avait souligné Binta Diop, présidente Femmes Afrique et Solidarité et représentante de la société civile au Forum de l'UNESCO sur la paix comme levier indispensable du développement. En effet, étant donné que la paix nécessite un engagement sans relâche, un dialogue interculturel et un dialogue interreligieux que nous, Sénégalais, nous devons de poursuivre, nous pouvons dire que si le dialogue est consolidé, la paix s'installe. Et cette paix est un tremplin vers le développement. Car vous conviendrez avec moi que la paix et l'économie sont étroitement liées. Cette interaction est la plus probable dans un climat de coopération économique et d'ouverture. Mes très chers membres du jury, je vous renvoie à cet effet à la page 47, chapitre 2 intitulé « Diagnostic économique et social de notre plan Sénégal émergent ». Juste pour vous dire que la paix est l'un des facteurs fondamentaux d'attractivité économique. Mais, qu'adviendrait-il en cas d'effritement de ce dialogue? Rien qu'en entendant cette question, cette interpellation, j'ai la peur au ventre. Oui, j'ai vraiment la peur au ventre. Car l'obscurantisme, le séparatisme et l'instabilité sont aux aguets et attendent paisiblement des brèches, oui des brèches, pour faire chavirer le navire sénégalais. Une rupture du dialogue social peut exposer le Sénégal à des risques aussi fatals qu'irréversibles. Pour s'en convaincre, on peut se référer à 3 arguments. D'abord, l'effritement du dialogue social peut créer, ou disons, peut conduire le Sénégal vers conflits interethniques, interreligieux et interconfrériques. Selon Bakary Samb, dans l'article intitulé « Le Sénégal à l'épreuve de la crise sahélienne », à la page 13, quatrième ligne,
Le caractère apaisé de relations entre acteurs religieux et interconfrériques a longtemps été basé sur le dialogue. Du mois de dernier, le Sénat avait à titre préventif sorti un communiqué pour mettre en presse contre toute émission qui risque de porter atteinte à la cordialité islamo-chrétienne de ce confrérie. C'est dire que les médias utilisés à mauvais escient pour être assimilables à une arme de destruction massive en atteste la radio des 1000 collines au Rwanda, qui, à l'instar d'une bombe, a fatalement participé au génocide rwandais. Ensuite, l'effritement du dialogue social peut créer une instabilité sociopolitique, car vous n'êtes pas sans savoir que c'est dans le dialogue que se trouve la bonne compréhension de certaines décisions politiques. D'ailleurs, nous avons assisté récemment à l'adoption d'une loi qui a fait l'objet de vives contestations de la part d'une frange de la population. Tout simplement parce qu'il y avait une absence de consensus. Et ce consensus ne peut être que le produit d'un dialogue réussi. Enfin, à l'aube du mouvement sismique de la mondialisation, les menaces extérieures deviennent de plus en plus prégnantes. Selon le plan Sénégal émergent, à la page 47, dernier paragraphe, le Sénégal vit dans un environnement sous-régional marqué par une instabilité politique et qui doit faire face à la montée de groupes extrémistes qui menacent l'intégrité du pays. Allant dans le même sens, le médiateur de la République tantôt cité disait: il y a moins de 2 ans, en route dans le Ferlo, je disais que le Ferlo est un réservoir de djihadistes parce que vous trouvez des ordres et des ordres de gamins qui ne vont pas à l'école. Merci beaucoup à la faculté des sciences juridiques et politiques. Nous allons tout de suite passer, si vous le voulez bien, en me donnant le micro. Messieurs de la faculté des sciences juridiques et politiques, passez la parole, ainsi fait, au CESTI, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. « 9 octobre 2015, le Quartet reçoit le prix Nobel de la paix pour son rôle dans la transition démocratique en Tunisie. Le Quartet, c'est le comité national du dialogue social tunisien. Un comité du dialogue social à qui on décerne le prix Nobel de la paix. Donc, relation entre dialogue social et paix. C'est exactement ce qu'il nous est demandé d'établir aujourd'hui avec ce terme intitulé « Paix et dialogue social au Sénégal, enjeux et perspectives ». Kangam du temple de Cheranta. Campons d'abord le décor avant d'aller en profondeur. Campons d'abord ce décor, mes chers, avant que l'on aille en profondeur. Au terme des articles 7, 8 et 9 de la Charte nationale sur le dialogue social sont respectivement relevées les règles de conduite des employeurs, de l'État et des travailleurs, donc une relation tripartite. Apparemment, il y a un problème de compréhension du sujet. Si nos amis de la faculté du droit avaient seulement pris la peine de taper le mot dialogue social sur Internet, ils sauront qu'il ne s'agit ni de religion, ni d'ethnie, encore moins de cousinage à plaisanterie. Il s'agit tout simplement de cette relation tripartite. Partant du fait qu'il n'existe pas de définition, qu'il existe autant de définitions possibles du mot paix que de personnes ici présentes, intéressons-nous à la définition du mot paix sociale. La paix sociale désigne, selon le dictionnaire Larousse, ce n'est pas votre définition, mais celui du dictionnaire Larousse, qui dit que c'est un état de concorde et d'accord entre citoyens caractérisé par l'absence de troubles et de conflits sociaux. Au cours d'un argumentaire structuré, avec un vocabulaire simplifié et parfaitement illustré, il s'agira par rapport au sujet d'en déceler les enjeux avant d'en aborder les perspectives. Dialogue social et paix. Quoi de plus redondant que de mettre dans une même phrase les termes dialogue social et paix, dialogue social et démocratie, puisque le fondement même du dialogue social est une forme de démocratie. Et pourtant, il me serait difficile, voire impossible, de dissocier ces deux termes. En effet, la première contribution du dialogue social à l'établissement d'un climat de paix réside dans sa capacité à favoriser la démocratie. Je m'explique. Si
l'on prend l'exemple des syndicats, qui constituent l'exemple patent d'une démocratie, avec le droit de grève, où ces derniers ont le droit d'exprimer leur mécontentement ou leur désaccord face à une situation définie. Où ces derniers ont le droit d'exprimer leur désaccord ou leur mécontentement face à une situation définie, ce qui permet d'annihiler un potentiel recours à d'autres moyens de revendication comme la violence. Ainsi, dans l'article 8 de la Constitution sénégalaise, il est stipulé, je cite, « La République garantit à tous les citoyens les libertés individuelles, des droits économiques et sociaux, ainsi que les droits collectifs. » Fin de citation. Chère Assemblée, voyez par vous-même, si ces syndicats n'avaient pas le droit de grève, leurs revendications pourraient prendre d'autres formes et verser dans l'anarchie. Donc le dialogue social est une condition de paix. Un autre aspect tout aussi important du dialogue social est qu'il peut favoriser un pluralisme convergent, qui lui, à son tour, favoriserait une culture de la tolérance. Les partis engagés dans une négociation seront amenés à faire des concessions dans le souci de l'équilibre. Voici une source de stabilité et donc de paix. Pour l'Organisation internationale du travail, les structures et les processus d'un dialogue social peuvent résoudre les questions économiques et sociales importantes, de promouvoir la bonne gouvernance, de favoriser la paix et la stabilité sociale et de stimuler l'économie. Stimuler l'économie. Voilà un des enjeux du dialogue social pouvant aboutir à la paix. Et pour étayer cette idée, n'allons pas trop loin. Et je vous le garantis, je vais être bref. Prenons l'exemple des démarches que le gouvernement du Sénégal a entamées au début de la pandémie de Covid-19 face aux difficultés rencontrées par certaines entreprises. Suivant l'ordonnance numéro 001-2020, aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique durant la période du Covid-19, une enveloppe de 77 milliards de francs CFA a été octroyée au patronat du tourisme et des transports aériens. Cette somme a permis de sauver 100 000 emplois et de permettre aux entreprises d'avoir un fonds de roulement qui leur a permis de payer les salaires, par exemple, selon le ministre du Tourisme. Et cette méthode a été répétée dans d'autres secteurs comme l'éducation. Ainsi, à travers cette relation tripartite, le dialogue social a permis de poser les bases de la relance de notre économie d'un côté et de l'autre de sauver une situation qui risquait d'être catastrophique et même troublante pour notre pays. Cher public, une stimulation de l'économie qui favorise la création et la conservation d'emplois, condition d'une stabilité individuelle et collective, gage de paix. L'Organisation internationale du travail définit le dialogue social comme incluant tout type de négociation, de concertation, de consultation ou tout simplement d'échange d'informations entre les représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs. Succédant au Comité national du dialogue social, le Haut Conseil du dialogue social a pour une des missions de remettre annuellement un rapport au chef de l'État. Lors de la remise du rapport 2017 portant état du dialogue social au Sénégal, les services de la présidence ont conclu ceci. Le gouvernement, les travailleurs et employeurs sont unanimes sur la nécessité de faire du dialogue un outil de promotion de l'équité sociale et territoriale. Intéressons-nous à cet aspect social qui découle de l'équité et qui est favorisé par le dialogue social. La frustration généralisée entraîne souvent une déstabilisation de la paix. L'enjeu du dialogue devrait donc permettre d'aboutir à une justice sociale au Sénégal, tournant la forme d'une non-discrimination à l'embauche, que ce soit sexuelle, ethnique ou par appartenance politique, mais aussi et surtout rompre un mal dont souffrent les dames. Il s'agit de l'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes. L'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal, menée dans le deuxième trimestre de l'année 2016 par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, montre qu'au Sénégal, le salaire moyen mensuel est de 131 033 francs CFA pour les hommes
contre 99 166 francs pour les femmes. Quel écart! Ce n'est qu'à travers qu'un dialogue social qu'on peut aboutir à une justice sociale, gage de paix. Car, comme le disait le journaliste américain Henry Mencken, si vous voulez la paix, travaillez pour la justice. La paix, mesdames, messieurs, nous dit Spinoza, c'est un état d'esprit. Mais moi, je vous dirais tout simplement que c'est un état d'esprit qu'il faut cultiver et convoiter autour d'une table. Bien évidemment que cela requiert certaines conditions, à savoir la représentativité, l'égalité, la vérité, mais surtout la sincérité. Voici des critères qui font défaut à notre très cher Sénégal et qui plombent et sombrent notre dialogue social. D'ailleurs, des facteurs même le montrent. Partons d'abord de la forme de représentativité au sein même du Haut Conseil du dialogue social. Saviez-vous que les 30 membres de ce Haut Conseil sont nommés par décret? Est-ce que vous pensez que ces personnes-là, approuvées par une partie, puissent représenter 3 partis? En tout cas, moi, non, je ne pense pas. Et là encore, parlons de notre économie nationale, majoritairement composée, je vous dis, du secteur informel, qui est très délaissé, je vous dis, par ce dialogue-là. Mais comment? Il ne le prend pas à charge comme il le fait pour le secteur formel. Pourtant, dans l'établissement d'un système de pays, il est impératif, voire même nécessaire, de prendre en compte toutes les couches sociales, qu'il s'agisse de l'informel ou du formel, mesdames et messieurs. Alors, je vous dis, aujourd'hui, nous faisons face à des régulateurs partisans, à un patronat politicien, mais aussi à des syndicalistes présidents de mouvements. Tout cela pour vous dire que l'appartenance et les tendances politiques d'un acteur du dialogue social ne permet pas un bon cadre de dialogue social dans lequel jaillirait une source de stabilité. Depuis 2012, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, voire même le Sénégal, est confronté à des grèves liées en enseignement. C'est à l'image du SAES. Tout ce qu'il réclame, c'est que l'État respecte ces engagements-là qu'il avait pris en 2014, en leur offrant un meilleur cadre de vie et de travail. La répercussion de ces grèves-là ne fait que justifier. Merci beaucoup à l'équipe du CST. On applaudit les 2 équipes, s'il vous plaît. Et nous allons tout de suite donner la réplique à la FSJP, 5 minutes, top chrono. En tant qu'intellectuels, nos co-débatteurs se sont enfermés à la pire des cellules. L'erreur. Que l'on se comprenne bien. Que l'on se comprenne bien. Nous n'étions pas venus pour répliquer aujourd'hui. Et la raison est simple. C'est que le sujet nous invitait à dialoguer. Mais il faut que, s'il vous plaît, il faut que nous levions l'équivoque. Le dialogue social autour duquel nos co-débatteurs ont circonscrit le débat a pour unique objectif l'encadrement de l'arbitraire patronal et la défense des intérêts des travailleurs. Le jury nous aurait aidé s'il s'agissait de ce dialogue social, parce qu'on fait du droit du travail à la fac. Mais le dialogue social dont il est question, évidemment, c'est le dialogue social qui vise la cohésion sociale, l'intérêt général. Je vous renvoie pour preuve à Alassane Kanté, droit du travail, droit social sénégalais, Harmattan 2015. Je vous renvoie à Pierre Landier. Le dialogue social pour l'entreprise Harmattan 2015. Ceci étant levé, mesdames, messieurs, il est question du dialogue pour la paix. Vous en seriez préservé si vous avez eu la curiosité de lever un peu et de fouiller dans les feuilles de l'ouvrage que vos devanciers ont écrit, promotion 2010-2011, presse écrite CESTI, intitulé Construction et trajectoire de l'État-nation. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, ces séances contradictoires, Auguste Auditoire, il est quand même superficiel que le Sénégal de nos jours n'a presque plus rien de commun avec ce qu'il était jadis. Ce constat fait en 1981, bon, à une époque où je n'étais pas encore né, que ce soit clair, par François Bob, ancien secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, et d'une déconcertante actualité. À la vérité, notre tissu social n'a guère sa diversité
jusqu'alors épargné par les soubresauts qui guettent d'autres pays, est aujourd'hui saisi d'inquiétude et de doute. Indifférence morale, réflexes identitaires, dérives médiatiques persistantes pour ne pas les citer. Bien donc, Monsieur Diop, oui. À vous entendre parler, on peut dire que l'IRAM signale Bill Diop. Effectivement, madame, l'eau de rose est menacée. Alors que faire avant qu'elle ne se transforme en eau de fiel? D'abord, le premier levier d'une paix sociale durable, parce que c'est de cela dont il est question, est l'éducation. C'est un secret de polichinelle que de dire que la première richesse d'une nation est l'éducation de sa jeunesse aux valeurs qui la fondent. Car en réalité, il n'y a pas de mal plus grand et de suite plus funeste que la tyrannie d'une jeunesse désœuvrée et mal éclairée. Éduquer, disait Marouba Fall dans la collégienne, c'est aider à l'épanouissement moral, spirituel, mais surtout physique de l'individu. C'est armer ce dernier contre le mal pour lui éviter le pire. Ensuite, il faut un retour à l'identité nationale qui constitue le référentiel axiologique de la cohésion sociale. De nos jours, la violence envahit tout le monde et irrigue tous les discours, des leaders comme de simples citoyens. Il faut donc que nous enlevions nos vieux habits pour en endosser de nouveaux, qui c'est du culte du civisme, de la démocratie et de la paix. Notre identité, mesdames, messieurs, c'est notre unité dans la diversité. Mieux d'un nombre inconditionnel entre Serer, Wolof, Diola, Peul, entre gens de toute religion, sans réticence aucune et entretenu par des médias responsables. Car chacun d'entre nous, porte entre ses mains le sein du Sénégal et doit contribuer à poser le jardin d'Adam que nous voulons qu'il soit. Enfin, mesdames, messieurs, enfin, on ne le dira jamais assez, il faut poursuivre la promotion de l'équité sociale. Car l'injustice sociale a l'inconvénient des tensions. Sans laquelle, avec moi, aucun progrès n'est possible. Les émeutes de mars dernier ne le témoignent pas de son ouvrage Justice sociale. Yacouba nous enseigne, je le cite, une paix civilisée et durable passe nécessairement par le règne d'une société organisée dont le piédestal est la justice. C'est d'autant plus important, mesdames, messieurs, que notre pays s'apprête à exploiter le pétrole et le gaz, dont les fruits, pensons-nous, modestement, doivent bénéficier à tous. Mesdames, messieurs, vous vous souvenez tous des émeutes de mars dernier avec leurs douloureux chiffres, 13 et 600 selon l'agence sénégalaise de presse. 13 et 600, c'est respectivement le nombre de jeunes arrachés à la vie et condamnés pour l'essentiel à une éternelle infirmité. Pour conclure, chacun d'entre nous doit veiller à ne pas être l'artisan de l'étincelle insoupçonnée qui crée les instabilités. Car elle n'est pas... Merci à la faculté des sciences juridiques et politiques et nous passons tout de suite la parole au CESTI. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, avant de commencer, je dois avouer que je suis déçu, terriblement déçu. Quelle maladresse dans le discours, et pourtant si élégant. Mesdames et messieurs, bon nombre d'entre nous ici sommes de la banlieue et estimer que parler d'entreprise, parler d'emploi, c'est ne pas parler de social, alors que le manque d'emploi justement dans cette banlieue-là, n'est-ce pas, caractérise justement cette insécurité que nous vivons tous les jours au niveau de la banlieue. Je pense que c'est manque de respect à tous ceux qui sont là ce soir. Cependant, je ne vais pas me substituer à la place de la jury. Je vais continuer à vous satisfaire comme l'ont fait mon prédécesseur. Mesdames et messieurs, parler du Sénégal, c'est faire état de la problématique de l'emploi, des travailleurs aux employeurs, des chômeurs à l'État. La problématique de l'emploi est récurrente et la récurrence du problème est redondante. Mesdames et messieurs, ce soir, je vous dis, excusez-moi, excusez-moi, mesdames. La problématique est troublante. Avez-vous ne serait-ce qu'une seconde? Veuillez comprendre, c'est pour moi. Veuillez comprendre, s'il vous plaît, ma déception. Avez-vous ne serait-ce qu'une seconde pensé au fait que le jeune sans emploi
qui est obligé de se soigner, se nourrir, se vêtir et subvenir aux besoins de toute une famille, verse inéluctablement et facilement dans le banditisme gratuit. Ce sont les vols, ce sont les agressions et ce sont les meurtres, mesdames et messieurs. Et il n'y a pas si longtemps de cela, des camarades étudiants, un camarade brillant étudiant a été assassiné ici tout près par des jeunes qui n'ont pas d'emploi justement et qui ont eu recours à la violence pour subvenir à leurs besoins. Ça, mesdames et messieurs, c'est un exemple que nous pouvons donner. Et il n'y a pas si longtemps que cela, une étudiante a été agressée et morte. Et je pense que des camarades étudiants sont là aujourd'hui, venant de l'ESP ce soir, ils savent de quoi je parle. Agressés par justement des gens qui n'ont pas de boulot dans ce pays. Donc vous voyez-vous, l'une des perspectives du dialogue social serait justement d'établir le débat autour de ça, avec les différentes parties autour d'une table, afin de trouver une manière saine de préserver la stabilité et la sécurité à travers l'employabilité. 90% des rapports quotidiens que je reçois sur les risques de conflit concernent le foncier. Ces mots ne sont pas les miens, rassurez-vous, ils sont du président de la République du Sénégal. C'est vous dire, mesdames et messieurs, que le foncier aujourd'hui est au cœur des conflits. De Niaguissa à Bambilor, de Yoff à Niani, en passant par Pikine, Tivaouane, jusqu'à Ndengler, le foncier est au cœur du problème. À cela également, nous devons faire recours au dialogue social pour y remédier. Et parler de perspective, c'est soulever la question de l'énergie. Il nous faut établir un débat permanent, mesdames et messieurs, à travers l'entreprise, à travers l'État, à travers les concernés. Parce que voyez-vous, la question du pétrole dont dispose aujourd'hui le Sénégal, c'est une question qui s'est posée dans pas mal de pays. Et aujourd'hui, ces pays, il est regrettable de constater que c'est des pays qui font source de convoitises, de crises et surtout de bêtises. Et je suis sûr et certain que nous n'aimerions pas en arriver là. Aujourd'hui au Sénégal, le dialogue social s'est toujours défini par notre attitude à la tolérance, notre aptitude, à la générosité, notre aptitude à la tolérance. Et la somme de cette attitude et de cette aptitude nous donne justement cette altitude nécessaire pour nous inscrire au rang des nations exemplaires en termes d'harmonie et de paix. Le dialogue social, en ce qui nous concerne, c'est d'abord nous aimer à travers ce qui nous unit et nous unir autour de ce qui nous remercie. Je vous remercie. C'est lui, par les arguments qu'ont opposé et qui ont opposé les deux équipes. C'est à la rubrique Parlez-nous d'eux. Mais de qui vont nous parler les débatteurs? De coach Barma Fall. La tâche sera très ardue. Et vu que la FSJP a commencé tantôt, ce sera présenté de nous parler de coach Barma Fall. 3 minutes, top chrono. suñu maam coach Barma Fall nee na soo bëggee rey as gor de ko jox bés bu nekk lu mu dundee bu yàggee nga soppi ko mala. Oui, ce n'est pas Guelwaar qui l'a dit en premier dans cette célèbre production d'Ousmane Sembène. Cet adage du vieux sage fait rage encore tâche malgré les âges. Coach Barma Fall ou nous aurons Biram Mahouradia Demba Khole Fall. Oui, il n'est pas un mythe, il existe. Il n'est pas un rite non plus, et je persiste. Mais il est culte et mythique à son niveau. Ce moraliste, penseur et poète sénégalais est né en Djong Fall sous le ciel de Ndande, dans la ville de Louga, vers 1586. Il vécut dans la cité kayorienne, dans la cour royale. Phénoménal dès sa tendre jeunesse, ce cousin du roi Daour Demba Fall montre les qualités de maîtrise de la langue et de la culture wolof, ce qui va l'amener à être nommé conseil spécial du roi, porte-parole des sans-voix et indicateur de la bonne voie à suivre dans la cité. Coach, c'est plus que ce que la postérité nous a vendu sur ta tête. Non, Coach Barma, c'est plus de 5000 principes et fondements dans sa bédasse. Des traces, il en a laissé, même s'il fut un adepte de l'oral.
Coach Barma animait des agoras et des séances de discussion sur des thématiques sociaux. Il dit d'ailleurs par rapport à la paix et au dialogue social qu'il ne manque pas d'hommes qui désirent le bien-être, mais que ceux qui en procurent ne sont plus. Coach a parlé de l'indépendance, de la famille, de l'amitié, du respect de soi, de l'éducation des enfants et des valeurs sociétales qui définissent notre Sénégal. Falbiram Makharouja va s'éteindre en 1655, mais son héritage est toujours éternel. Patrimoine culturel immatériel, il s'est vu ériger un mausolée à son village Ndong en 2007. Cette reconnaissance est à la hauteur de l'œuvre de l'homme qui serait désolé s'il savait que son nom allait être usurpé par un malfaiteur faiseur de malin pour tuer la dignité de certains citoyens. Oui, on se souvient de l'affaire Coach et des vidéos obscènes, mais Coach Barma le véritable est une aubaine, une chance pour notre pays, notre continent. Je finirai d'ailleurs par cette maxime de Coach qui dit Gana et Betum Reglayer, l'umgis de Koyobale. Comme quoi l'étranger qui vient dans un pays te présente en aveugle, mais lorsqu'il rentre, il sera un griot. Donc ne laissons pas l'image d'un Sénégal muet, désuet et dénué en paix et en entente sociale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cesti. Micro. La faculté des sciences juridiques et politiques. Il était une fois dans le royaume du Cayor, un roi et un homme, à la coiffe singulière touffe de cheveux. Les deux hommes entretenaient des rapports particulièrement tumultueux à cause des prises de position subversives de l'homme. Un jour, l'homme promit au roi de faire sa tête s'il parvenait à saisir la signification de chacune de ces quatre touffes. L'ennemi encombrant à soudoyer sa femme qui lui révéla le secret que la jalousement gardé. L'homme fut donc condamné à mort, mais il fut sauvé de justesse par l'intercession d'un vieillard qui parvint à convaincre le roi de l'épargner. Comme quoi, Mak Manabay Chimbreo. Vous l'avez compris, le mot 4 toufs c'est Coach Barma Fall. Il est né vers 1584 dans le village de Ndjongefal, arrondissement de Ndand, région de Louga. De son vrai nom, Birima Makhoura Djedemba Kholefal, Coach Barma a joué un rôle déterminant dans le royaume du Cayor. En effet, si ses rapports avec le Damel Daoudemba furent particulièrement tendus, ce fut une autre paire de manches avec le successeur de ce dernier, Major Fatim Goleng, époux de la vaillante Yassine Boubou, dont il fut le conseiller politique. La démocratie participative que l'on a beaucoup théorisée et que l'on théorise encore, Coach l'a pratiquée déjà au XVIIe siècle. Il organisait des assemblées avec d'éminents autres sages du royaume et les idées qui en émanaient servaient au roi pour une meilleure gouvernance de la cité. La cité, Coach ne la servait pas que par le truchement de la politique. Il exerçait aussi les fonctions d'enseignant, d'éducateur, de juge et même de psychiatre et était porte-parole des sans-voix, sans oublier sa casquette de régulateur de la société. Mais si le nom de l'homme a survécu à l'histoire et à l'épreuve du temps, c'est moins pour son œuvre gigantesque au service de sa communauté que pour ses célèbres maximes. Bourdumbok, Magmana Bay Chimbreu, Jigien Sopal Touboulou, quel usager de la langue Wolof n'a jamais rencontré ces adages? Penseur, philosophe et maître dans l'art de la parole, il a fasciné aussi bien ses contemporains que la postérité. L'homme qui avait une connaissance pointue de sa culture, maniait avec aisance la langue Wolof pour véhiculer des concepts et des formules remarquablement bien élaborées qui continuent encore de fasciner près de 400 ans après sa disparition. Sa disparition, c'est en 1654 qu'elle interviendra dans sa terre natale. Dans son village, un mausolée a été érigé en son honneur par le ministère de la Culture. On y conserve le reste de son tam-tam, vestige matériel de son époque qui lui servait de moyen d'information et de communication. Mesdames, Messieurs, pour les générations actuelles et celles futures, Coach Barma doit être une référence, non seulement pour le modèle d'engagement qu'il représente, mais aussi pour le grand penseur qu'il fut. Car si nous pensions encore que le savoir ne sonnait que blanc, l'exemple de Coach Barma vient apporter un énième démenti à ces croyances, jadis mises à mal par le parent de notre université, Cheikh Anta Diop. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, voici qui met fin à cette deuxième rubrique. Et nous allons sans transition attaquer la dernière et pas la moindre rubrique de cette partie qui est Si j'étais. Messieurs du jury et dames. Si j'étais ministre de la Culture. Si j'étais ministre de la Culture. Cesti,
Cesti, le chrono va démarrer. 3 minutes, top chrono. Alors, mesdames, messieurs, si j'étais ministre de la Culture, tout à l'heure, ils nous ont parlé de cinéma. Évidemment, c'est la culture. Ce 7e art qui nous fait voyager, mais qui fait voyager, je vous dis. Si j'étais ministre de la Culture, mesdames et messieurs, je vais entrer dans les tréfonds du Sénégal, mettre en avant, je vous dis, toute cette culture perdue et non découverte. Si j'étais ministre de la Culture, mais quel privilège ce serait? Ce serait non seulement la Casamance, la Thiès, la Cité du Rail, bien évidemment, je m'en réjouis. Ce serait une découverte totale. Bien sûr, si j'étais ministre de la Culture, c'est mettre en place des structures qui vont permettre à ces gens-là, de Soumbédioune, à Thiès, de Saint-Louis, à Mbour, de Louga, à Ndar, la même chose bien sûr, de promouvoir notre culture, de promouvoir notre langue, mais aussi de promouvoir notre savoir-faire, mesdames, messieurs. Vas-y. Je ne vais pas rompre la cohérence de cette journée. On a parlé de cinéma et vous nous demandez ce que nous ferions si nous étions ministres de la Culture. Eh bien, si l'Amérique est aujourd'hui au rang des Premières Nations, si aujourd'hui le Nigeria s'affirme en Afrique, c'est parce qu'ils se sont appuyés sur leur culture qu'ils ont véhiculé à travers le cinéma. C'est ce cinéma-là qui doit être vitrine de notre culture, qui doit vendre notre pays, qui doit faire de telle sorte que les étrangers viennent visiter notre Sénégal et découvrir les populations de Bédik et les populations qui sont dans les fonds du Sénégal. Ce n'est qu'à travers cette culture-là que l'on peut vendre notre pays à travers justement le tourisme qui, malheureusement, ne contribue pas comme elle devrait le faire dans l'économie de notre pays. Donc, si j'étais ministre de la Culture, mes chers, j'investirais également, bon, ce ne sont pas dans mes prérogatives d'investir, mais je demanderais au président de la République d'investir dans le milieu des arts, surtout de la culture urbaine. Nous avons des choses à vendre nous aussi. Nous avons nos Foumalat, nous avons nos Nidof, nous avons nos Karabas, nous avons nos jeunes, nous avons nos Karbala en fait. Nous avons des gens à qui nous pouvons donner le flambeau pour qu'ils puissent vendre l'image de notre pays. Si j'étais ministre de la Culture, voilà mes chers, ce que je ferais. Permets-moi de te dire que nous avons aussi de la peinture sur verre, non connue, pourtant prisée par des zones au Sénégal. Si j'étais ministre de la Culture, c'est de l'investissement bien sûr. Dans le cinéma je veux dire, nous sommes aujourd'hui dans un pays où seul Dakar compte des salles de cinéma, mais c'est pas croyable. C'est quand même impossible, je vous dis. Si j'étais ministre de la Culture, ce sont des musées, des salles de cinéma, des bibliothèques, de l'art, mais partout au Sénégal. C'est ça. Merci au CESTI. La parole est donnée tout de suite à la FGP. Sénégalais, Sénégalaises, chers concitoyens, j'aimerais partager avec vous, avec une certaine alacrité, mes ambitions, s'il m'était donné d'être le ministre de la Culture. Moi, ministre de la Culture, je mènerai conformément au décret numéro 2020-2198 relatif aux attributions du ministre de la Culture les actions suivantes. D'abord, je ferai en sorte, ou disons, je veillerai au développement des arts plastiques. Je veillerai au développement de la lecture, car vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers constituent le talent d'Achille de la société sénégalaise. Je ferai en sorte que la musique et la danse sénégalaise soient beaucoup plus professionnalisées et connues au niveau continental et intercontinental. Je travaillerai avec les forces vives pour que le théâtre sénégalais retrouve son lustre d'antan et que le patrimoine national soit protégé. Ensuite, en tant que responsable du patrimoine culturel, je veillerai à la sauvegarde des monuments historiques et des sites. Je veillerai à la conservation et à la mise en valeur des arts plastiques, mais aussi du patrimoine ethnographique sénégalais. Enfin, je placerai en pierre angulaire de ma politique la promotion et la valorisation de l'histoire, mais aussi des valeurs sénégalaises.
Je faciliterai à tout un chacun l'accès à l'industrie littéraire, artistique et culturelle. Mesdames et messieurs, comme le disait Robert Sabatier, nous sommes à une époque de matérialisme outré, de bêtises pontifiantes et de diarrhée verbale. Mais ne vous en faites guère. Moi, ministre de la Culture, je ferai de la transparence la pierre angulaire de ma politique. Car pour paraphraser le président Macky Sall, je mènerai une politique sobre et vertueuse. Car vous n'êtes pas sans savoir, celui qui obéit devrait avoir à l'esprit qu'il commandera un jour. Mais celui qui commande devra se dire que dans un délai court, il aura lui aussi à obéir. Voilà le tour, pour tour, contour de ma politique, s'il m'était donné d'être le ministre de la Culture du Sénégal. Je vous remercie. Voici, mesdames et messieurs, qui met fin à ce débat. Et avant que nous puissions bouger, je vais représenter les candidats un par un. À l'appel de votre nom, veuillez vous lever. Bassirou Dia, master 2 de recherche en droit public. Non, restez. Aboubakri Ba, licence 2 en droit. Marietou Diouf, première année de licence en droit. Anboji, master 2 de recherche droit international. Et Khadissa, première année de licence en sciences politiques. Du côté du CESTI, nous avons eu Serine Gakou Aïdara, première année de licence en journalisme. Rémi Moudou Sousso, deuxième année en licence de journalisme. Paul Dacosta, première année en licence de journalisme. Fatoumata Bintouba, deuxième année en licence de journalisme. Et enfin, Mamadou Diaw Diallo, première année en licence de journalisme. Messieurs, dames, veuillez vous lever et vous congratuler. Nous appelons ensuite les 4 capitaines d'équipe qui se placent devant le jury, qui ramènent la parole afin de délibérer. Suspense. Qui de EZEA et IAM gagnera? Qui se qualifiera en demi-finale entre la FSJ et le CESTI? Restez, mesdames et messieurs, vous allez le savoir sous peu. La parole est donnée tout de suite et sans transition au président du jury, M. Khalifa Aboubacar Diagne, pour la conduite de la délibération. M. Diagne, à vous la parole. Merci beaucoup. Avant la délibération, nous allons passer, comme il est de coutume, aux appréciations d'usage des membres du jury. Pour donner un feedback, aux débatteurs, mais aussi à ce nombreux public. Sans tarder, je donne la parole à Chanel Kassa. Bonsoir à tous. Merci, Président, pour cette opportunité que vous m'offrez afin de donner mon commentaire. Je vais être bref, mais je ne ferai pas un bref résumé. D'accord? Félicitations aux débatteurs. Le premier match, j'ai énormément apprécié la façon avec laquelle vous avez conduit le débat, mais je vous reproche à tous la vitesse avec laquelle vous parliez. Vous étiez trop rapide, vous étiez expéditif. J'avais l'impression de voir le BRT passer alors qu'il n'est pas déjà en fonction. Et faites attention à ces fameuses fautes que vous commettez quand vous exprimez. On ne dit pas un bref résumé. Ce qui est résumé est déjà bref. D'accord? C'était bien. J'ai beaucoup apprécié l'anaphore que vous avez utilisé à la question de si j'étais. Attention aux accords. Quand vous dites la première déclaration a été, lorsque l'auxiliaire avoir et être se suivent, d'accord? Être apparemment c'est l'homme et avoir c'est la femme. Donc être prend le dessus. Donc la première déclaration a été faite et non pas a été fait. Ce n'est pas du français. D'accord? Je continue. Alors je suis curieux de savoir, lorsque vous preniez la parole en disant « Madame, Messieurs », vous vous adressiez à qui? Est-ce que c'était aux membres du jury ou à cette assistance? Quand vous dites « Madame, Messieurs », si c'est l'assistante, il y a plusieurs femmes ici. Dites « Mesdames, Messieurs » ou sinon « Mesdames et Messieurs » en une fois. J'ai constaté que vous n'avez pas respecté le temps de parole. Vous vous oubliez un peu trop en parlant.
Vous étiez emporté peut-être par le temps ou par ce public venu nombreux vous soutenir. Vous n'avez pas respecté le temps de parole qui vous a été attribué. Et c'est grave pour des débatteurs de votre trempe. Attention à voir même. Quand vous dites voir même, voir c'est déjà même, vous êtes encore en train de vous répéter. Merci beaucoup. Je vais céder la parole à mes collègues qui vont vous donner la suite des hostilités. Merci. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Madame Ndeye Absaba, professeure de lettres. Merci, Président. Je vais commencer par le premier match. Je parlerai de la méthodologie. J'ai constaté que la réponse a été donnée dès l'introduction. Et ça, c'est un problème de méthodologie. Vous ne pouvez pas répondre à la question posée par le sujet dès l'introduction. Si vous y répondez à l'introduction, normalement, vous devez vous arrêter. Le débat ne devait pas avoir lieu. La question de savoir qui revient. La question de savoir, ça revient. À nouveau entendu, la question à savoir. Alors, faites très attention à cela. Je vous l'ai dit, je l'ai répété. Ce sera la dernière fois. Lui devancer. J'ai entendu lui devancer. On devance quelqu'un. On ne peut pas devancer à quelqu'un. Donc le lui n'a pas sa place ici. Le devancer. On le devance. J'ai entendu tout à l'heure, peut-être que c'est une erreur, peut-être qu'elle a mal articulé. Il vient de le dire, vous n'avez pas bien respiré. C'est un problème de respiration qui a fait que votre communication a eu des difficultés. Ou bien c'est une erreur, ou bien c'est un manque d'articulation, mais j'ai cru entendre la cousine à plaisante au lieu de cousine à plaisanterie. On dit une cousine à plaisanterie et non une cousine à plaisante. Sur ce, je rends la parole au président. Je vous remercie. Et le président de la passer très rapidement à notre doyen Pape Faye. Voilà, merci Président. Moi je voudrais tout simplement dire à l'adresse des débatteurs que vous avez été à la hauteur de nos attentes. C'est vrai que vous nous avez tenus en haleine. Je voudrais vous féliciter. Mais vous savez que prendre la parole en public, c'est un exercice redoutable. Alors, ce que les autres collègues ont dit, c'est vrai, il y a eu tellement de fautes que je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais ce qu'il faut faire, c'est que prenez le temps, quand vous parlez, de bien placer la respiration. Vous ne placez pas la respiration, évidemment, nous avons senti la peur dans le ventre. On a senti des moments d'essoufflement prématuré chez certains orateurs. Voilà. Soyez vous-même, relax, et soyez extrêmement posé. Évitez de trop crier. Voilà. Et c'est une perte d'énergie, et je vous conseille vraiment d'apprendre à respirer, de poser la respiration, et chaque fois que vous devez parler. Alors, sur un autre aspect,
bon, sur les argumentaires. Quelqu'un a parlé, évidemment, en citant Thierno Souleymane Baal. Comme guide de la révolution Torodo, évidemment, c'est vrai, il a aboli l'esclavage dans le Fouta, mais il faudra donner les sources. C'est important. Hein? Et aussi, il y a eu quelques accidents de langue. C'est des chuintements, des sifflements. Voilà, ce sont des pathologies de langue qu'il faut soigner. Et c'est pas compliqué, je l'ai dit la dernière fois. Et c'est vous à travailler avec des techniques. Voilà, Maître Chanel est là. Je pense que voilà, vous avez besoin de nous pour travailler ces incidents de langue-là. Il n'y a pas de souci. Prenez contact avec nous, nous allons vous aider. D'accord? En tout cas, pour l'ensemble, vous avez été tous méritants. Bravo. Merci beaucoup. Moi, je dirais d'emblée que c'est l'une des meilleures journées depuis le début de cette compétition. Les 4 équipes se sont bien comportées et je pense qu'ils méritent leur place toutes aux demi-finales. Malheureusement, il faut éliminer 2 et laisser continuer le chemin pour les 2 autres. Pour mes appréciations, je commencerai par vous demander aux débatteurs qui vont venir, parce que c'est pour l'avenir, d'éviter de mettre les formules de salutation dans le fond de votre communication. Vous ne pouvez pas commencer, dérouler et à un moment donné vous présenter et saluer le public. Il faut le faire au début ou bien ne pas le faire du tout. Les autres membres du jury l'ont dit, le débit de votre communication était très rapide. À un moment donné, je me suis demandé, est-ce que les organisateurs ont fait venir la Croix-Rouge? Parce que il me semblait être en face d'un concert de rap et le risque de syncope n'était pas à écarter. Vous devez communiquer, mais il faut le faire de façon audible. Il y a un débatteur, peut-être qui a oublié que le secrétaire exécutif du Haut Conseil du dialogue social est présent aujourd'hui, qui s'est permis de façon simpliste de décrire le mode de nomination des membres du Haut Conseil par décret, sans pour autant faire attention au processus. Ce n'est pas parce que le président nomme par décret que c'est le président qui a choisi tout le monde. Les organisations sociales peuvent choisir, mais après leur choix, il appartient au président d'entériner par décret. Donc tous les membres sont nommés par décret, mais le choix ne revient pas exclusivement au président de la République. Dernière remarque que je ne peux pas laisser passer. Mais diable, qu'est-ce que la Tabaski et le Magal de Touba viennent faire dans un débat sur la culture? Je ne sais pas si c'est moi seul qui ai eu ce sentiment. Je pense même pour vous tous, en classe de terminale, les cours de culture et de religion, les chapitres étaient bien séparés, n'est-ce pas? En classe de terminale, vous avez appris la culture, vous avez appris la religion. J'aurais compris si vous aviez invoqué l'économie en parlant de la Tabaski et du Magal de Touba. Mais vous ne pouvez pas associer la Tabaski et le Magal de Touba à un débat sur la culture. Parce que ce sont des fêtes religieuses qui n'ont rien à voir avec la culture. Pour la culture, vous avez fait l'erreur que commettent beaucoup de Sénégalais, beaucoup de nos compatriotes. La dimension intellectuelle de... Pour le deuxième match. Mesdames et messieurs, pour le deuxième match. Pour le deuxième match. La note du match
qui a opposé la faculté des sciences juridiques et politiques au CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information. La note de ce match est de 11,84. 11,84 pour la note du match. La FSJP s'est retrouvée avec une note de 12,68. 12,68 pour la FSJP. Contre 11 pour le CESTI. 11 pour le CESTI. Qui est le meilleur débatteur, s'il vous plaît? Le meilleur débatteur, c'est Abdourahmane Mbodj de la faculté de droit. Abdourahmane Mbodj pour la faculté de droit. Voici qui met fin à cette nouvelle journée de CAI Débattre. Rendez-vous est donné la semaine prochaine. Julify, DTV. Je suis Abdourahmane Mbodj Diop, je suis étudiant en master de droit public et relations internationales à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci. Comment appréciez-vous CAI Débattre? Bon, CAI Débattre, que dire hein? Je pense que on ne peut pas aujourd'hui ne pas dire que c'est une innovation, enfin, qui en est certes à sa 4e édition, mais je pense que moi c'est une innovation par rapport à moi, parce que c'est la première fois que je prends part à cette compétition. Mais une innovation qui n'est pas comme les autres, parce qu'à mon avis ça participe d'une formation à une activité qui malheureusement n'est pas suffisamment mise en branle au sein de l'université, l'art oratoire. Il est malheureux aujourd'hui que dans nos facultés, qu'il n'y ait pas de programme spécifiquement dédié, qui soit parallèle à ce qu'on y enseigne, mais qui aide les étudiants à aller un peu dans l'art oratoire, dans la prise de parole en public. Donc c'est ça que CAI Débattre vient compléter, ce vide-là. Effectivement, je pense que l'honneur revient à ceux qui en sont les initiateurs, mais aussi à toutes les équipes qui ont eu à y prendre part, même si bon, l'heure qui n'a pas été trop... voilà. Qu'est-ce que ça fait d'être meilleur débatteur? Bon, c'est quelque chose que je prends avec philosophie, hein, sans extrapolation, sans comment dire, effervescence. C'est pas du tout un trophée qu'on cherchait. Nous étions venus pour gagner. Et effectivement, bon, c'est quelque chose qui est parallèle, mais il est vrai qu'il nous fait une certaine fierté, mais dont nous ne nous glorifions pas. Voilà. Mais quand même, c'est quelque chose qui sert d'aiguillon tout de même à notre futur, à nos avancées. Et bon, merci quand même. Voilà. D'accord. Votre équipe, qu'est-ce que vous nous... Bon, pour nous prendre part à la compétition CAI Débattre, c'était juste pour une chose, aller le plus loin possible. Et qui dit aller le plus loin possible, cherche effectivement à aller même en finale et éventuellement en rapporter et soulever, j'allais dire, le trophée final. Ça reste notre objectif premier et nous travaillerons d'arrache-pied à cet objectif-là pour effectivement être l'équipe de cette édition. N'oubliez pas que nous en avons été déjà un vainqueur pour la première édition, finaliste pour la deuxième. Bon, on a été moins présent à la 3e édition, mais cette fois-ci, on travaillerait effectivement à être l'équipe de cette édition, la meilleure équipe qui soit. Voilà, merci. Allez, merci alors. Allez. Et pour le deuxième match, on avait les étudiants de la faculté sciences juridiques et politiques contre les étudiants de la CESTI. Comme gagnant, on a eu les étudiants de la faculté des lettres et sciences juridiques et politiques. Et maintenant, nous vous retrouvons très prochainement pour un autre match. D'ici là, likez et donnez un pouce. Boss Media, ay media bigantin media yi. Lolu muy Boss Media, ay Boss Media. Yenengi boss bi war, ay Boss Media. Media bigantin media yi.